Très bien. Donc, comme on vient de le montrer, la forme convexe, d'accord, de la courbe d'indifférence explique pourquoi, justement, à mesure que j'abandonne à chaque fois une unité du bien y, bah, automatiquement, je vais subir une perte d'utilité. Pour éviter cette perte d'utilité, donc je dois la compenser cette perte d'une unité de y par plus de x. Et on a vu que chaque fois, on a besoin d'une quantité ou d'augmenter la quantité consommée du bien x avec une quantité plus importante. Et effectivement, donc, quand on parle de courbe d'indifférence convexe, donc je rappelle donc l'implication mathématique, et bien tout simplement pour chaque unité de bien y en moins, donc là ça veut dire juste que je baisse y d'une unité, eh bien je dois augmenter x d'une quantité plus croissante, ok, de plus en plus croissante, de plus en plus élevée. Donc j'augmente x, d'accord, donc c'est pas que j'augmente seulement x, hein, delta x croissant, ça veut dire que l'augmentation de x, elle est à chaque fois plus élevée que la fois précédente. Par exemple, la première fois, j'augmente de 2 unités. La deuxième fois, je vais augmenter de 3 unités. La troisième fois, je vais augmenter x de 5 unités, de 10, etc. Donc, chaque fois, on augmente x de plus en plus fort. C'est ça la signification. Parce que ça, c'est pas uniquement j'augmente x, d'accord, ou x croissante, hein, c'est delta x qui est croissante. Très bien. Alors, pour justement donc, vous aider à comprendre encore mieux pourquoi cette forme convexe implique donc cela, eh bien, on va prendre le cas contraire, c'est-à-dire une courbe d'indifférence qui est concave. Alors, je rappelle que la forme convexe, c'est ça, hein, donc toujours la bosse, elle est tournée vers le bas. Ok, donc ça peut être convexe décroissante, comme ça peut être convexe croissante. Et donc, toujours la bosse, là, vous voyez, hein, donc elle est tournée vers le bas. Okay, pour ceux qui ont du mal peut-être avec ces formes convexes, concaves. Alors que concave, eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la bosse, elle est tournée vers le haut. Donc, je peux avoir aussi hein, donc une courbe, comment dirais-je, concave qui est décroissante. Là, par exemple. Donc, je vais mettre ici. Et donc là, je remarque que la bosse, elle est tournée vers le haut. Vous voyez ici vers le bas, là vers le haut. Okay. Et je peux avoir aussi hein, donc une courbe concave qui est croissante, comme ça. Et donc là, pareil, hein, vous voyez, hein, donc la bosse est tournée toujours vers le haut. Voilà la différence un petit peu, je dirais, hein, donc géométrique entre les deux formes de courbes. Alors, si on prend une courbe d'indifférence concave, donc toujours x en abscisse, y en ordonnée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais prendre une courbe concave qui est décroissante, une courbe d'indifférence concave décroissante. C'est-à-dire, je vais prendre cette forme-là. Ok. Donc, je trace ma courbe d'indifférence, est là. Ok. Très bien. Et je vais prendre les mêmes points à peu près hein, donc qu'on a pris la dernière fois, c'est-à-dire A, B, C, D. D'accord. Alors, donc je prends par exemple ici A. Et chaque fois, d'accord, je vais baisser la quantité du bien y d'une unité. Donc, je vais descendre d'un centimètre, d'une case, quand vous voulez. Ok. Très bien. Donc, imaginons que c'est ici. Donc, ça, c'est, voilà, moins une unité de y. Bien sûr, je dois, là, pour revenir, hein, donc, à la courbe d'indifférence initiale, donc, je dois me déplacer à droite, augmenter x. Je me retrouve au point B. Pareil. Je baisse y d'une unité à partir du point B. Et voilà, pour compenser cette perte d'unité, donc j'augmente x. Donc je me déplace à droite, je me retrouve au point C. Pareil, je baisse y d'une unité. Et je compense par une augmentation de bien x d'une certaine quantité. Et je me retrouve au point D. D'accord? Donc pareil, hein, donc vous voyez, on peut faire la projection. Ici c'est xa, toujours. xb, xc. Et bien sûr xt. Et là, sur l'axe vertical, donc on aura, là bien sûr c'est YA, YB, YC et YT. Okay. Très bien, donc là on remarque très bien que delta Y, elle est là, delta YA,
est égal à quoi? YB moins YA. Hein, c'est cette quantité-là. Ben, il est toujours fixe, hein, donc toujours égal à moins 1. Là, encore une fois, delta Y2 qui est égal à YC moins YB, donc toujours moins 1, une constante. Delta Y3 qui est égal à YD moins YC, c'est toujours moins 1. Donc, delta Y est constante. Okay. En revanche, hein, quand je compare les delta X, eh bien, c'est cette partie-là, ce petit segment, c'est-à-dire XB. Donc, je vais mettre ici pour ne pas encombrer hein, donc, le graphique. Donc, delta X1, c'est XB. Je vais le mettre quand même ici, XA. D'accord. XB moins XA. Delta X2, c'est XC moins XB. Et puis, delta X3, c'est XD moins XB. Ce qu'on a fait exactement lors du graphique précédent. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque en réalité? C'est que delta X1, vous voyez, il est plus grand, vous voyez, hein, donc la surface, il est plus grand que delta X2 qui est là. Voilà, c'est cette partie-là, delta X. Delta X1, c'est tout ça. C'est la distance entre B et A, et là, c'est la distance entre C, enfin, XB et XA, et XC et XB, d'accord? Et là, delta X3. Donc là, vous voyez que à mesure que je me déplace du haut vers le bas, donc qu'est-ce qui se passe? Delta X, eh bien, il décroît. Donc, il devient de plus en plus petit. Okay. Donc là, on peut mettre ça ici. Lorsqu'on a une courbe d'indifférence concave, ok, donc delta Y toujours égal à moins 1, c'est une constante. D'accord. Et delta X 1, elle est comment? Supérieure à delta X2, supérieure à delta X3. Ce qui implique bien sûr que delta X, elle est comment? Elle est décroissante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour remplacer la même unité de Y abandonnée, donc chaque fois on abandonne une unité de Y, eh bien le consommateur a besoin de moins en moins de X. C'est-à-dire des quantités décroissantes de X. Ok? Voilà. Et donc là, vous voyez la différence avec la convexité. Donc, quand c'est convexe, bien sûr, on a besoin de quantités croissantes de X, quantités de plus en plus élevées, alors quand la forme elle est concave, eh bien, c'est l'inverse. On a besoin de quantités décroissantes. Donc voilà, je le mets ici. Courbe d'indifférence pour résumer. Convexe, différente de courbe d'indifférence concave. Ici, hein, donc pour delta Y est égal à une constante, donc on a besoin de quantités de plus en plus élevées de X, alors que ici, delta Y toujours constante, la même donnée, delta X, elle est décroissante. Voilà un petit peu le résumé de ce qu'on vient de montrer. Ok, très bien. Donc là, vous voyez qu'il suffit de changer la forme de la courbe d'indifférence, et bien ça change aussi hein, donc la relation entre X et Y. Très bien. Alors, ceci étant fait, donc là, on va peut-être voir peut-être deux applications successivement, afin d'utiliser les propriétés qu'on vient de développer. Donc, on va prendre une application 1. OK. Alors, juste pour gagner du temps, peut-être... voilà, pour gagner du temps, donc je vais vous donner directement, enfin je vais juste vous montrer hein, donc l'énoncé. Ça sera plus rapide pour gagner un peu de temps. Et bien sûr, la réponse, je vais la construire avec vous en direct. D'accord? Très bien. Alors, vous avez hein, donc soit les paniers suivants. OK? Donc, vous avez un ensemble de classements, hein, donc A indifférent à B, C indifférent à F, K indifférent à L, B est indifférent à D, C indifférent à E, H indifférent à I, J est indifférent à K, I indifférent à M. Alors, certains vous allez dire, oui, mais il n'y a que indifférent, c'est vrai, parce qu'on va traiter de la courbe d'indifférence. Et donc, forcément, hein, donc, on va se concentrer sur les paniers entre lesquels le consommateur
elle est indifférente. Mais ça n'empêche pas dans d'autres exercices que vous ayez d'autres classements qui sont différents. On va avoir l'occasion de les traiter. Alors, première question, déterminer les différentes courbes d'indifférence possibles à partir de ces classements. Donc voilà, quelles sont les courbes d'indifférence qu'on peut élaborer, qu'on peut composer à partir de ces paniers. Et puis, classer les courbes d'indifférence, c'est-à-dire il faut identifier ou déterminer leur position. Est-ce qu'ils sont en haut, en bas, est-ce qu'ils sont supérieurs, inférieurs à d'autres, sachant que, donc on vous donne des informations nécessaires, enfin complémentaires, sachant que A est préféré à F, K est préféré à E, ça c'est E, c'est pas F, B est préféré hein, donc à M, J, je sais pas ce qu'il est visible, ouais, voilà. Donc J est préféré à I, C est préféré à H et D est préféré strictement à L. D'accord? Donc vous avez deux questions. Très bien. Donc voilà un petit peu les paniers. Alors comment on va hein, donc procéder? Donc je vais expliquer la démarche oralement avant de commencer à écrire. Donc là en réalité, hein, donc si on me pose la question, quelles sont les différentes courbes d'indifférence que je peux hein, donc composer, eh bien je vais toujours chercher. Parce que là, je vais appliquer juste la définition. Hein. Donc, par définition, une courbe d'indifférence, c'est quoi? C'est l'ensemble des paniers entre lesquels le consommateur il est indifférent. Donc, je vais chercher, d'accord, les paniers, ok, entre lesquels le consommateur il est indifférent. Donc, bien sûr, il y en a plusieurs ici. L'objectif, quand on parle de courbe d'indifférence, c'est de trouver au moins deux paniers. Parce que tu peux pas avoir voilà, donc, une courbe avec un seul panier. Donc, il faut avoir au moins deux. Ça veut dire que tu peux avoir deux paniers entre lesquels le consommateur est indifférent, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou plus, qui vous permettront, bien sûr, de dessiner une courbe d'indifférence qui va passer par 2 points, ou 3 points, ou 4, ou 5, etc. Donc, on va identifier l'ensemble de ces points. Et je rappelle, les points, ça correspond à des paniers. Donc, qu'est-ce que je remarque? Donc, A est indifférent à B. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher d'autres paniers, d'accord, ou d'autres classements qui ont soit A, soit B en commun. Et comme ça, donc, je peux établir par transitivité, d'accord, la relation, ou utiliser la relation d'indifférence. Et comme ça, au lieu d'avoir juste deux paniers, je peux avoir 3, 4 ou 5, ok? Alors, qu'est-ce que je remarque? A est indifférent à B. Quel est l'autre classement qui contient soit A, soit B? Ben, j'ai ici B qui est indifférent à D. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux prendre A est indifférent à B. Et comme B est indifférent à D, donc ça veut dire que A aussi est indifférent à D. Et donc au final, j'obtiens A, où le consommateur il est indifférent entre le panier A, le panier B et le panier D. Et donc là, j'obtiens trois paniers ou 3 points qui vont constituer, bien sûr, la courbe d'indifférence A, B, D. Voilà ma première courbe d'indifférence, par exemple. Ensuite, hein, donc je vais prendre un deuxième exemple et après, on va commencer à écrire pour gagner du temps. Donc, je remarque que j'ai C qui est indifférent à F, d'accord? Et je cherche un autre classement qui contient soit C, soit F. Alors, quels sont ces autres classements? Ben, facilement, je remarque qu'il y a C indifférent à E. Donc pareil, j'applique la relation de transitivité parce que je connais la relation entre CF, CE. Mais quelle est la relation entre F et E? Donc transitivité oblige, F va être aussi indifférent à E. Si C donne le même niveau de satisfaction que F et il donne le même niveau de satisfaction que E, ben ça veut dire que E et F, ils ont aussi le même niveau de satisfaction. Donc, le consommateur est indifférent entre E et F. Et là, j'obtiens une deuxième courbe d'indifférence qui se compose de quel panier? C, E et F. Et ainsi de suite, d'accord? Très bien, donc on va écrire tout ça ici. Alors, application 1. Donc, je note un petit peu, on va identifier les différents paniers, d'accord, les différents paniers qui procurent le même niveau de satisfaction. Donc là, on applique la définition, qui procure le même niveau de satisfaction, c'est-à-dire les différents paniers.
parce que là, j'ai pas les chiffres hein, de l'utilité, du niveau d'utilité. Donc, on me donne juste des classements entre lesquels, enfin, de paniers entre lesquels le consommateur il est indifférent. Donc là, je traduis un petit peu, ça veut dire quoi? Le même niveau de satisfaction, c'est-à-dire les différents paniers entre lesquels le consommateur est indifférent. D'accord? Est indifférent. Donc, voilà un petit peu la démarche, ok? Donc là, chaque fois que j'ai des classements avec des paniers, ok, entre lesquels le consommateur il est indifférent, ils ont des paniers en commun, donc ça va me permettre de constituer une courbe d'indifférence. Donc, je vais continuer ici. Donc, on va identifier les différents paniers en commun, hein, je précise, parce que de toute façon, les classements, donc... qu'on a, hein, le consommateur il est toujours indifférent. Donc les différents paniers en commun, ok, dans le classement, bien sûr, est indifférent. Ok, très bien. Donc on va commencer comme on a dit. Hein, donc on a première hein, donc étape. Donc A est indifférent à B. Et je regarde le deuxième classement qui contient un panier commun, soit A, soit B, ben c'est B indifférent à D. Donc ici, le panier en commun, c'est B. Donc, par transitivité, comme je viens d'expliquer, par transitivité, on obtient... Qu'est-ce qu'on obtient? Ben, A indifférent à D. Et donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, A est indifférent à B, indifférent à D. Ça veut dire que... Tout simplement, A, B et D appartiennent, donc je mets juste hein, donc le signe, enfin le symbole, appartient à la courbe d'indifférence. Je vais l'appeler A, B, D pour simplifier. Je respecte l'ordre alphabétique. Okay. Donc, A, B, D, les trois points, les trois paniers appartiennent à cette courbe d'indifférence. Et je fais pareil pour les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a, tout à l'heure, on a identifié C, qui est indifférent à F, et en même temps aussi, un autre panier en commun entre ces deux classements, c'est indifférent à E. Donc le panier en commun, c'est C. Donc pareil, par transitivité, donc je vais l'écrire une deuxième fois, après je vais m'en passer. Donc par transitivité, donc on va avoir quoi? Ben, F ou E indifférent à F. E indifférent à F. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les paniers C, E, ok, pardon, je vais écrire ça. Donc, ça veut dire tout simplement que C est indifférent à E, ou le consommateur est indifférent entre C et E et F. Ok. Donc, cela implique bien sûr que les trois paniers C, ok, E et F, donc appartiennent à la courbe d'indifférence qu'on va appeler C, E, F tout simplement. Okay. Et on continue donc notre travail toujours de définition donc des courbes d'indifférence à partir de ces classements. Alors, je prends une nouvelle feuille, voilà. Très bien, donc pareil, hein, donc je remarque aussi que j'ai hein, donc trois classements donc qui me restent en réalité, d'accord. Donc j'ai le classement H indifférent à I, J indifférent à K et I indifférent à M. Donc les deux classements qui ont un panier en commun, c'est H indifférent à I. Donc on a H indifférent à I. Et on a I indifférent à M. Ce qui implique directement par transitivité, vous l'avez bien compris maintenant, que H, bien sûr, est indifférent à M. Ou le consommateur est indifférent entre H et M. Donc, par conséquent, qu'est-ce que j'obtiens en fait? Que H est indifférent à I, indifférent à M. Ce qui implique que H, I, M, les trois points, les trois paniers, appartiennent donc à la courbe d'indifférence qu'on va appeler, bien sûr, HIM, n'est-ce pas? Très bien. Alors, HIM, est-ce que j'ai terminé mon travail? Donc là, j'ai déjà trois courbes d'indifférence,
ABD, CEF et HIM. Qu'est-ce que je remarque aussi? Eh bien, il y a encore donc deux classements qui ont un panier en commun, lesquels K est indifférent à L, J indifférent à K. Ils ont K en panier commun. Donc là, encore une fois, je peux en déduire, bien sûr, voilà, une nouvelle courbe d'indifférence. Donc J indifférent à K, K est indifférent à L, vous voyez le panier en commun. Donc par transitivité, J est indifférent à L. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que J est indifférent à K, indifférent à L, ce qui implique que les 3 points J, K, L appartiennent à la courbe d'indifférence, ok, à la courbe d'indifférence JKL, on va l'appeler JKL. Très bien. Donc au total, on a combien? On obtient 4 courbes d'indifférence, ok? 4 courbes d'indifférence. Donc, je vais les rappeler. Donc, A, B, on a dit D, ok? Ensuite, on a C, E, F. Après, on a J, K, L et H, I, M. Voilà nos 4, bien sûr, courbes d'indifférence qu'on peut identifier. Donc voilà, on vient de terminer la réponse à la première question. La deuxième question, c'est le classement de ces 4 courbes d'indifférence. Ok, très bien. Alors, pour classer les courbes d'indifférence, donc qu'est-ce qu'on va exploiter? Bien sûr, la première propriété qu'on avait étudiée la dernière fois, à savoir, je rappelle, donc les courbes d'indifférence présentent 4 propriétés. Donc, plus on s'éloigne de l'origine, plus on se déplace vers le haut, plus le niveau d'utilité est grand. Et deuxièmement, ils sont décroissants. Troisièmement, ils ne peuvent pas se couper. Et quatrièmement, ils sont convexes. Très bien. Alors, la première propriété nous dit que, voilà, plus une courbe d'indifférence est au-dessus, ou il est plus haut, donc plus son niveau d'utilité sera élevé. Et donc, tous les paniers qui appartiennent à cette courbe d'indifférence, ils vont indiquer, ou ils vont procurer un niveau d'utilité qui est supérieur aux paniers qui appartiennent à des courbes d'indifférence qui sont inférieures, qui sont en bas, qui sont en dessous. Okay? Voilà la propriété qu'on va exploiter. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser moi? Donc, on va utiliser donc les informations complémentaires que vous avez ici. Donc, vous voyez, là, c'est-à-dire ces classements-là, A est préféré à F, K préféré à E, etc. Et donc, on regarde A, il appartient à quelle courbe d'indifférence, d'accord? Donc, A, il appartient à la courbe d'indifférence, comme on a dit, ABD, n'est-ce pas? F, il appartient à la courbe d'indifférence CEF. Donc, si un panier de la courbe ABD il est préféré à un autre panier de la courbe d'indifférence CEF, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne plus d'utilité que le panier F. Et si le panier A donne plus d'utilité que le panier F, ça veut dire que tous les paniers qui sont sur la même courbe que A, ils vont donner un niveau d'utilité qui est supérieur aussi. C'est ça qui est intéressant. Supérieur à l'utilité qui est procurée par tous les paniers qui se trouvent sur la même courbe que F. Donc, ce qui est valable pour A et F, il va être valable pour tous les paniers qui sont sur la même courbe que A et sur la même courbe que F. Et donc, effectivement, B et D se trouvent à côté de A sur la même courbe d'indifférence. Donc, ils vont être préférés aussi aux autres paniers CE qui se trouvent sur la même courbe d'indifférence que F. Et donc là, la courbe qui contient A va être au-dessus, d'accord, de la courbe d'indifférence qui contient F. Pourquoi? Parce que le panier A, il est préféré à F, ça veut dire que U de A est supérieur à U de F, et donc le niveau d'utilité de cette courbe qui contient A, il est supérieur à celui qui contient, bien sûr, F. Donc la courbe de ABD se trouve au-dessus de la courbe de F. Et on continue comme ça, d'accord? Si je prends K et E, pareil, K, je regarde, il appartient à quelle courbe? Eh bien, c'est JKL. E, c'est CEF. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la courbe GKL se trouve au-dessus de la courbe CEF. B, pareil, donc il appartient à quelle courbe? ABD. M, il appartient à quelle courbe? HIM. Donc, la courbe qui contient B, c'est-à-dire ABD, se trouve au-dessus de la courbe plus haut que la courbe qui contient donc M, c'est-à-dire HIM.
et ainsi de suite. Donc, voilà un petit peu la démarche. C'est-à-dire que pour déterminer est-ce que c'est la courbe ABD qui est supérieure ou inférieure aux autres, eh bien, je prends juste un panier de cette courbe d'indifférence et je le compare avec un autre panier des autres courbes d'indifférence. Si un panier d'une courbe est préféré à un panier d'une autre courbe, ça veut dire que cette courbe dont le panier est préféré, eh bien, elle est au-dessus, elle est plus haut, et donc son niveau d'utilité sera supérieur à celui de la courbe qui contient donc le panier qui n'a pas été préféré, et ainsi de suite, d'accord? Très bien, donc on va utiliser donc ce raisonnement, donc voilà, je vais continuer ici. Alors, deuxième question, donc on va, la démarche donc consiste... Donc, je vais l'expliquer quand même. La démarche, enfin l'écrire, je viens de l'expliquer, consiste à comparer, d'accord, un panier, d'accord, d'une courbe d'indifférence à un autre panier, une autre combinaison, un autre panier de l'autre courbe d'indifférence. La deuxième courbe d'indifférence, ok? Donc, si bien évidemment, comme je viens de l'expliquer, le panier de la première courbe d'indifférence, ok, il va être préféré à celui de la deuxième. Donc, ça veut dire tout simplement que le niveau d'utilité de la première courbe d'indifférence, il est supérieur à celui de la deuxième. Et donc, forcément, si on applique la première propriété, qu'on vient de rappeler, ça veut dire tout simplement que la courbe dont le niveau d'utilité est supérieur, il va être supérieur, c'est-à-dire il va être au-dessus de la courbe d'indifférence, hein, donc dont le niveau d'utilité est inférieur. Très bien. Alors, je vais prendre, on a A, n'est-ce pas, qui est préféré à F. D'accord? Alors, A préféré à F, ça veut dire quoi? U de A, le niveau d'utilité de A, il est supérieur au niveau d'utilité de F. On est bien d'accord. Or, A, il appartient à quelle courbe d'indifférence? C'est ce que je vais, enfin, c'est ce que je vais un petit peu appliquer, hein, donc à travers cette démarche. A appartient à ABD. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Et F appartient à CEF. Donc, puisque le panier A appartient à BD, donc tout ce qui est valable pour A est valable pour B, pour D. Et comme F appartient à CEF, tout ce qui est valable pour F, elle est applicable aux autres paniers qui appartiennent à la même courbe d'indifférence, c'est-à-dire C et E. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U de C est égal à U de F, est égal à U de E, va être inférieur à U de A, U qui est égal à U de P, qui est égal à U de T. Donc, je vais l'écrire quand même. Je vais détailler un petit peu la première réponse et après on va aller plus vite. Donc, U de A est égal à U de B est égal à U de D. Et U de F, donc, est égal à U de C est égal à U de E. Vous voyez? Donc, ce qui est valable pour A, valable pour B, D, ce qui est valable pour F, etc. Et donc, ce qui implique bien évidemment que, voilà, donc on aura aussi, hein, donc, on a non seulement U de A qui est supérieur à U de F, mais U de A sera aussi, hein, donc puisqu'il est supérieur à U de F, F est égal à C1, donc U de A supérieur à U de C, supérieur à U de E. Ok? Voilà, et donc pareil, on peut prendre aussi U de B aussi supérieur à U de C. Hein. Je ne parle pas des quantités, hein, donc il peut y avoir des quantités différentes, mais je parle du niveau d'utilité. Donc U de B aussi va être supérieur à U de C, supérieur à U de E, ok, et supérieur aussi à U de F, voilà. Et je prends U de D, va être supérieur aussi à U de C, supérieur à U de E, supérieur à U de F. Voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque point de cette courbe d'indifférence ABD, il va indiquer un niveau d'utilité qui est supérieur à celui de CEF, tout simplement. Donc cela implique bien évidemment que ABD va indiquer, on va représenter un niveau d'utilité supérieur à celui de la courbe d'indifférence CEF. Autrement dit, donc ABD, la courbe d'indifférence ABD et se situe au-dessus
c'est-à-dire plus haut, plus élevé, de CEF. Donc, lorsque je vais les dessiner graphiquement, eh bien, je vais mettre CEF en bas et en haut, je vais mettre ABD. D'accord? Voilà un petit peu le raisonnement vraiment détaillé. Ok? Comme ça, vous allez comprendre d'où ça vient. Donc, voilà. Mais normalement, on n'a pas besoin d'écrire tout ça, juste pour détailler dans un premier temps, puisque c'est la première réponse. Mais en réalité, donc, il suffit d'écrire A et F. Donc, U de A est supérieur à U de F. Donc, ce qui est valable pour A est valable pour BD. Et ce qui est valable pour F est valable pour CE. Et donc là, automatiquement, j'écris que ABD va indiquer un niveau d'utilité supérieur à celui de la courbe d'indifférence. Et je marque que c'est au-dessus de l'autre courbe d'indifférence. D'accord?